tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais animer cette formation intitulée CLD, deuxième partie, hors série, cauchemar en LabVIEW. Vidéo facile et difficile à réaliser car aujourd'hui on va essayer de présenter le pire du LabVIEW. Après vous avoir montré la lisibilité, la clarté, la modularité et la simplicité d'un code, après vous avoir montré les styles de codage et la manière de documenter un code, on va justement vous montrer ce qu'il ne faut pas faire afin que vous compreniez vraiment pourquoi on vous a dit jusqu'à présent tout cela. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc le code que vous allez voir dans un instant est un code qui n'a pas été réalisé par Technologie de France, mais qui a été commandé par Technologie de France. Il nous a coûté très très cher. Et donc, on ne savait pas quoi en faire, donc on s'est dit, bon, bah, on va en faire une vidéo. Donc, c'est une entreprise externe qui a réalisé ce code. Et donc, je tiens d'ailleurs à les remercier pour le travail qu'ils ont réalisé. Ça va nous permettre justement d'illustrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on commence. On dirait un après mauvaise fête de Bayonne, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais vous montrer ce fameux code. Donc le code que vous voyez derrière moi. Donc c'est une architecture LabVIEW. C'est une architecture LabVIEW et donc on va pouvoir le regarder et on va pouvoir justement énumérer tout ce qu'on est censé faire en CLD et qui ne sont pas justement réalisés dans ce code. Donc la première chose que je vois moi quand je regarde un code comme ça en tant qu'examinateur ou en tant que personne qui va reprendre ce type de code, c'est la lisibilité et la clarté du code. Quand on regarde un code comme celui-là, on voit bien qu'en termes de lisibilité, c'est assez compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de lisibilité, il n'y a pas beaucoup de commentaires a priori. Et ce qui me gêne aussi un petit peu dans ce style de codage, c'est qu'on ne respecte pas la première règle, la toute première règle LabVIEW est de coder, alors que ce soit clair, mais que ce soit codé sur une seule page. Et là, le souci, c'est que le code ne tient, mais alors vraiment pas sur une seule page, il tient peut-être sur 2 ou 3 pages, mais il ne tient pas sur une seule page. La deuxième chose, c'est d'être capable de pouvoir, alors comme toujours, vous savez, il y a toujours un init, do, close, donc d'être capable de voir justement comment est organisée cette architecture. Donc là, alors visiblement, il y a 3 parties. Donc il y a une partie qui est ici, qui est en init. La partie du milieu qui doit être probablement, et qui est en fait la partie do, supposée do. Et il y a la partie close qui est la dernière partie qu'on va donc regarder ces 3 parties tranquillement. Une autre chose qui me marque moi quand je regarde ce type de code, c'est le mélange, il y a beaucoup de mélange des genres, c'est-à-dire que ce que l'on voit là juste en démarrant juste au premier regard de ce code, c'est qu'on a, je vois beaucoup de références un petit peu partout, donc tout autour enfin tout au long de mon écran je vois des références. Je vois des nœuds de propriété mais sans référence, donc ce qui n'est pas une bonne pratique LabVIEW. Je vois également des câbles qui se croisent, je vois des variables locales, alors qu'il ne faut pas utiliser de variables locales, c'est même normalement c'est interdit. En théorie, en fait, la variable locale doit être utilisée quand on n'a pas le choix, or on a toujours le choix, donc de fait c'est quelque chose qui ne, c'est pas une bonne pratique. Je vois, qu'est-ce que je vois d'autre là en regardant? Je vois des câbles qui se croisent, je vois des câbles qui sont les uns en dessous des autres. Donc déjà, il y a un problème de flux. Je vois que les erreurs ne sont pas câblées partout. Donc déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont normalement, qui ne sont pas du tout liées aux bonnes pratiques LabVIEW. Je vois également des indicateurs. Alors, je vois des indicateurs. Alors là, le stop. Et je vois des commandes éparpillées un petit peu partout sur l'écran. Et là, c'est juste sur une première partie de l'écran principal. Je vois également, quand je vois ça, je vois une première structure ici, donc c'est un while. À côté de ce while, je vois un autre while qui va servir probablement de producteur, puisque là, à l'intérieur, il y a une structure de séquence. Et puis en dessous, je vois des threads, alors qui ne sont pas alignés. Donc dans le style de codage, déjà, on peut faire beaucoup mieux. Je vois que ces threads également sont en rectangle petit et non en carré. Donc
déjà que c'est difficile d'être clair sous la view, enfin il faut qu'on soit le plus clair possible. Ils ont limité en fait leur surface au niveau des icônes, donc l'iconographie est un petit peu problématique. Donc déjà, quand on voit ça, on est quoi là? On est les 5 premières minutes et on se dit quand même, on n'est même pas encore plongé dans le code que c'est déjà assez problématique. Je vois un tableau de référence avec des câbles qui se croisent et très peu de commentaires. Donc là, il y a moteur maintenance. Bon, ça doit aller dans probablement un trait de moteur. Ouais, bon, ok. Et alors, quand je descends, je vois deux boucles cadencées. Et dans ces boucles cadencées, bon, bah, c'est un petit peu fouillis. Donc pareil, il n'y a pas vraiment de respect du flux puisque je vois des indicateurs, des commandes. Je vois des erreurs qui ne sont pas câblées. Je vois des câbles qui se croisent. Je vois des structures qui sont au-dessus de câbles, donc des câbles qui passent en dessous de structures. Donc là, ça fait beaucoup. Donc rien qu'à la première, comment dire, la première impression, autant dire que c'est assez compliqué. Alors là, c'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être. J'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales, je comprends absolument rien. J'ai froid, en plus, c'est inadmissible. Bon, on va regarder la partie Initialize pour essayer de comprendre cette architecture. Et donc, on va regarder ça. Donc, on va déjà voir si la partie Initialize, elle est lisible, claire et modulaire. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait un case, branché un itérateur qui lui-même est à l'intérieur d'une, comment dire, d'une structure while. Donc, ok, pourquoi pas, ça peut marcher. Ok, alors là, alors attendez, il y a plusieurs choses à... Alors, quand on voit ça, il y a plusieurs remarques. Première remarque, avant de rentrer à l'intérieur, je vois que les erreurs, le stop n'est pas câblé de gauche à droite comme on le fait en LabVIEW. Là, ils ont fait une perpendiculaire. Ils ont mis le faux, donc quand je fais tous les états qui sont à faux pour ne pas sortir, et donc je suppose que le par défaut, c'est là où on va sortir, on met à vrai. Bon, une chose simple aurait été déjà de câbler correctement, c'est-à-dire de gauche vers la droite, la sortie. Une autre chose qui aurait été intéressante, c'est de, comment dire, de commenter. Donc comme nous on le fait, c'est de commenter le fil pour dire que c'est du stop. Donc là, il n'y a pas de commentaire. Donc de ce côté-là, c'est un peu loupé. Ensuite, il y a un autre truc qui me dérange, c'est que l'entrée de l'erreur est câblée à une constante. Ça veut dire qu'en fait, on a initialisé le registre à décalage. Alors on peut dire qu'on a initialisé le registre à décalage, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas la bonne pratique. La bonne pratique, c'est on met une commande d'erreur. Et cette commande d'erreur, normalement, cette gestion, si on a une gestion d'erreur, puisque il y a également une gestion d'erreur qui est nécessaire, donc ça fait partie du style de codage. Dans la gestion d'erreur, il doit y avoir normalement un case en entrée, comme on a vu dans la vidéo précédente et dans les vidéos précédentes, où on doit justement gérer l'erreur, c'est-à-dire que si on a une erreur, le case laisse passer, on ne fait rien, et si on n'a pas d'erreur, ben à ce moment-là, on processe. Là, dans cette partie-là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, il y a encore une chose qui n'est pas bonne. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois des FGV. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 FGV différentes. Ça, c'est gênant. La FGV, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes ou les vidéos suivantes, ça dépend comment vous avez regardé justement la playlist. Donc on a des vidéos FGV. La FGV, c'est un, comment dire, ce sont des VI qui vont partager un espace mémoire commun. Cet espace mémoire commun sert à stocker en fait ce qu'on appelle des variables statiques. Les variables statiques, alors pour rappel, on a des variables automatiques, des variables statiques et des variables dynamiques. Les variables statiques, ce sont les variables qui ne vont pas bouger. Je m'explique. Ce sont les variables, par exemple, lorsqu'on va lire par exemple un fichier ini, on va lire une seule fois le fichier ini et on va stocker les données dans une variable statique. Ça va permettre par exemple d'initialiser des moteurs, d'initialiser des capteurs, de donner par exemple les adresses IP des différents éléments. Bon, ça c'est la première chose. En variable statique, on a également les références. Vous allez avoir par exemple des références de face avant
que vous allez avoir besoin, par exemple, de stocker à un endroit pour éviter justement tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire des références un petit peu partout. On va stocker à un endroit et quand on en aura besoin, on réutilisera justement ce stockage. Ce stockage, il va être réutilisé normalement une seule fois, c'est-à-dire qu'au démarrage d'un trade, on va charger à l'initialisation la locale, et donc on va initialiser notre trade, et donc dans l'initialisation, c'est là où on va mettre toutes nos références. Donc c'est uniquement à cet endroit-là qu'on pourrait avoir besoin de la FGV. Donc ça, c'est le deuxième type de variable. Et puis le troisième type de variable, troisième et quatrième, ce sont soit les références des FIFO, s'il y a plusieurs FIFO, soit les références des events, si on a des events externes. Mais là, je vois qu'il n'y en a pas. Donc d'ailleurs, une autre question qui pourra se poser pour plus tard, comment on fait s'il n'y a pas d'événement extérieur, si j'ai une erreur sur un trade pour pouvoir quitter, quitter convenablement ou gérer le kit du trade de producteur. Donc ça, déjà, il y a ça. Donc là, le fait de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bon, 11, 12 FGV, il y a un problème, c'est pas bon. Normalement, il y a besoin d'une seule FGV qui, elle, va directement discuter avec les différents trades si c'est nécessaire. Là, c'est pas du tout ce que l'on observe. On voit des trades, on voit des FGV, mais j'ai l'impression qu'on confond FGV et trade puisqu'il y a des noms type moteur, water, image, source. Alors pour recontextualiser cette machine, la machine qui avait été demandée à l'époque à cette entreprise possède des moteurs, possède un refroidisseur, donc le water, un cooling water, possède plusieurs caméras, donc une caméra normale et une caméra spectrale, et possède également, si je me souviens bien, une source, puisque c'était un projet qu'on avait, on utilisait du rayonnement X, et donc on utilisait une source, et donc il fallait piloter cette source. Et il y avait également une électronique de sécurité, parce que l'enceinte est radio protégée, et donc il fallait une sécurité. Donc là, je vois qu'il y a FGV, par exemple, entrée-sortie, bah, ça doit être les entrées-sorties de la machine. Donc ils utilisent une FGV pour pouvoir stocker les entrées-sorties de la machine, ce qui n'est absolument pas le rôle de la FGV. Là, je vois moteur, donc ça pourrait être pour récupérer les informations du moteur, mais là, à mon avis, c'est beaucoup plus. Donc ils n'utilisent pas la FGV pour stocker des variables statiques, ils utilisent pour autre chose. Donc ils vont l'utiliser en fait comme pour une forme de trade et de FIFO, et donc c'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'on mélange les genres, et c'est pas fait pour ça. Donc déjà, ça me dérange. Première chose qui me dérange. Autre chose qui me dérange, c'est que c'est mis en bordel, entre guillemets, et il n'y a pas de respect du flux. C'est-à-dire qu'en fait, on les a posés comme ça, et donc il n'y a pas de séquentiel, il n'y a pas de respect de flux, et on ne sait pas qui est lancé en premier, qui est lancé... il n'y a pas de, comment dire, d'ordre, et ça, c'est une mauvaise pratique en LabVIEW. En LabVIEW, on doit toujours câbler les erreurs. D'autant que, enfin normalement, on met des erreurs, ou si on n'a pas d'erreur, on va utiliser la séquence, la structure de cadencement, enfin de séquence déroulée, qui vont nous permettre justement de câbler en entrée et en sortie des erreurs et de mettre à l'intérieur ce qu'il nous faut pour, par exemple, quand on fait les wait. Le wait est un VI qui n'a pas d'entrée-sortie d'erreur, donc une bonne pratique est de le mettre à l'intérieur de ce type de séquence, de structure, enfin de structure de séquence. Là, on n'a pas ça. Et en plus, il y a justement, quand on fait un contrôle H, donc pour vous afficher, il y a bien les entrées-sorties d'erreur. Donc, elles existent, mais elles ne sont pas câblées. Donc ça pose un autre problème. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, quand, par exemple, là, je prends ce VI, je suis tombé dessus. L'entrée et la sortie de l'erreur ne sont pas câblées de manière standardisée. En LabVIEW, pour câbler de manière standardisée, on va câbler en bas à gauche l'entrée erreur et en bas à droite l'entrée de sortie. Là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, là, il y a aussi un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, quand on voit également cette feuille-là, enfin cette image-là, on voit le nombre d'entrées et de sorties, qui est assez important. Normalement, on n'est pas censé voir cela. Pourquoi? Parce qu'on organise nos datas. Ça veut dire quoi organiser ces datas? C'est-à-dire qu'on va créer des clusters avec des type def, donc ça fait partie de notre style de codage. Et dans ces clusters, qui vont avoir une convention de nommage claire, on va savoir qui est qui au niveau des variables. Là, ils ont mis une entrée par variable, ce qui est totalement délirant.
C'est totalement délirant. Donc là, ça pose également un problème. C'est pas bon. On voit d'autres choses en fait. On voit également plusieurs variables locales. Alors les variables locales, comme je l'ai dit, ne doivent pas être utilisées. Donc elles sont normalement interdites. On voit également des structures des nœuds de propriété, mais sans référence. C'est pareil, ça va à l'encontre d'une autre règle qui est la règle de modularité. Vous avez par exemple une machine à état où vous avez, comme je vous ai montré dans les exercices de calculatrice, vous voulez gérer des événements. Lorsque vous allez vouloir gérer les événements, vous avez des boutons sur le pad sur lesquels vous allez appuyer. On ne va pas créer un événement par bouton, on va plutôt regrouper les boutons ensemble. Donc à ce moment-là, on va utiliser un nœud de propriété et lui, il va être câblé directement à la référence de l'événement du bouton qui a été enclenché pour pouvoir savoir lequel on a utilisé. Donc ça, c'est de la modularité. Le fait d'utiliser un nœud de propriété directement sans référence, c'est-à-dire ils ont fait un bouton droit sur une commande, ils ont appuyé sur créer nœud de propriété et là ils ont choisi la propriété qui les intéressait. Le fait de faire cela est tout sauf modulaire et c'est pareil, c'est une mauvaise pratique LabVIEW. Ce n'est pas parce que ça existe qu'il faut le faire. Donc ça existe, en effet ça existe dans LabVIEW. Je n'en ai pas parlé jusque-là dans les formations parce que c'est des mauvaises pratiques, donc il ne faut pas le faire. Et donc du coup c'est pour ça qu'il était important aujourd'hui de faire la vidéo des mauvaises pratiques pour pouvoir vous montrer, vous le montrer quoi tout simplement. Ok, donc on a vu ça. Autre chose. Alors, la gestion des erreurs. Là, on voit que le registre à décalage a été initialisé avec une constante d'erreur. Ok, bon, pourquoi pas, sachant que c'est une mauvaise pratique. Mais, à la première itération, on ne câble pas cette erreur-là, ils ont câblé aussi sur une autre constante d'erreur. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait là ne sert absolument à rien. Ça sert à rien. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, donc ce que ça donne l'impression, c'est que c'est pas maîtrisé, c'est quelque chose qui a été fait pour être fait, mais on ne sait pas pourquoi ça a été fait. Donc ça pose un souci. Une autre chose qui pose problème, c'est les nœuds de coercition. Je vous avais dit, il faut les éviter au maximum. Là, sur cette première feuille, je vois un nœud de coercition ici. Donc c'est pas bon. Sachant qu'on utilise également, alors je me répète, je suis désolé, mais un nœud de propriété sans référence, alors qu'on n'est pas censé l'utiliser. Ok, voilà pour cette première feuille. On va rentrer dans la FGV pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu faire dans la FGV. Donc je vais en prendre une, n'importe laquelle, la première. Ok. Les faces avant. Alors première remarque, les faces avant doivent être, soignées. Elles ne sont pas soignées dans notre cas. Déjà, quand on a mélangé les variables, on en a créé énormément, mais en plus, on ne les a même pas organisées visuellement. Donc, moi, quand je vois un code comme ça, j'ai pas envie de le lire et j'ai pas envie de travailler avec. Alors, je sais pas, la personne qui l'a fait, qui a fait ce code, est-ce qu'elle avait envie de travailler? Ça donne pas cette impression. Maintenant, si je regarde le diagramme, il y a un autre souci, c'est qu'il y a une non-maîtrise des FGV. Alors, je m'explique pourquoi. Une FGV, on va partager, en fait, c'est un VI qui peut être, c'est une functional global variable, donc c'est une variable globale qui est accessoirement la seule qui est autorisée. Donc cette variable globale, elle va être utilisée un petit peu partout. Ce VI-là, il va être utilisé à plusieurs endroits. Il ne va pas être utilisé un peu partout, il va être utilisé à plusieurs endroits bien précis. Comme il va être utilisé à plusieurs endroits bien précis pour faire quelque chose de bien précis, LabVIEW, en fait, comme c'est une mémoire partagée, il va décider, suivant qu'on soit séquentiel ou pas, qui va avoir accès à cette mémoire, puisqu'ils ne peuvent pas tous avoir accès en même temps à la mémoire. Donc ce que j'essaye de vous dire simplement, c'est que là, je vois plusieurs registres à décalage. Il n'est pas nécessaire dans une FGV, quand on organise les datas, alors déjà pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on organise les datas dans une seule locale, et donc un seul registre à décalage. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs registres à décalage, puisqu'il n'y aura qu'un seul accès. Une seule FGV à la fois va avoir accès à cet espace mémoire partagé. Donc ça veut dire que si dans la tête du développeur, il s'est dit oui, mais il y a une FGV qui va accéder à cet endroit-là et une autre FGV qui va accéder à cet endroit-là en même temps, c'est faux, il se plante complètement, ça ne fonctionne pas comme ça.
c'est un partage de mémoire. Et ce partage de mémoire, il est géré par la view. C'est lui qui va donner des accès en lecture et en écriture, mais il n'y aura pas d'accès en même temps. C'est chacun son tour. Donc du coup, ce qui se passe là, bah, c'est une mauvaise pratique. Il faut, pour deux raisons. La première raison que je viens de vous donner, puis la deuxième raison que je vous ai donnée avant, c'est-à-dire que les données, on les organise toujours dans une locale. Il faut que les conventions de nommage soient claires et qu'elles soient, comment dire, normées, c'est-à-dire que quand on voit, ça ne doit pas être nommé de manière différente à différents endroits. Et là, en fait, il n'y a pas de logique dans les conventions de nommage. Donc du coup, je me perds un petit peu. L'autre chose que je vois, c'est que l'erreur, on a juste câblé l'entrée et la sortie de l'erreur. On ne la gère absolument pas. Comme je vous l'ai dit avant, il aurait fallu mettre un case. Et si j'ai une erreur, je ne fais rien. S'il n'y a pas d'erreur, je fais. Donc là, ça a été câblé pour être câblé. Donc ça veut dire que non seulement on n'a pas respecté comment dire, le séquençage en amont puisqu'on a posé les FGV et qu'on n'a pas câblé les erreurs. Mais en plus là, on a câblé les erreurs, mais pour câbler les erreurs pour rien. Donc ça sert absolument à rien. Donc ce qu'ils ont fait là n'a pas d'utilité. Donc je ne sais même pas pourquoi ils l'ont fait. La deuxième chose, c'est au niveau du soin du code et du style du code. Les indicateurs ne sont pas alignés. Donc ils n'ont pas été, ça a été posé comme ça et il n'y a pas de soin qui a été réalisé. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et en entrée c'est pareil. On n'a pas organisé comme je vous ai montré comment on organisait comment dire, les étiquettes. Les étiquettes normalement elles sont organisées à gauche pour les commandes et à droite pour les indicateurs. Ni l'un ni l'autre n'a été fait. Ce qui est encore un autre problème. Et enfin, un autre problème que je vois, enfin non, j'ai deux autres problèmes que je vois. Premier problème, c'est que ça n'a pas été commenté ici, donc il n'y a pas eu le commentaire de structure, qui est une bonne pratique et qui doit être constamment réalisé, qui doit être automatique. Donc l'étiquette de sous-diagramme n'existe pas. Donc ça déjà, c'est encore une mauvaise pratique. Et ensuite, une autre mauvaise pratique, l'itérateur là n'est pas utilisé, donc il n'est pas nécessaire de l'afficher, donc normalement on fait un bouton droit, et on doit retirer le terminal d'itération. Comme je viens de le faire là, il n'est pas nécessaire d'afficher quelque chose qui ne sert pas. Donc là, je vais laisser le code comme il est. Voilà. Mais voilà les remarques que j'ai à faire. Donc il y a énormément de mauvaises pratiques dans un seul VI. Alors je vous rassure, on va pas faire 45 minutes, on va essayer de faire quelque chose de court. Là, on est déjà à 20 minutes de vidéo et on a à peine commencé. Donc je vais accélérer puisqu'on va se répéter assez souvent. Alors, CTRL H, dernière chose, est-ce qu'on a commenté l'icône? Non. L'icône là n'a même pas été commentée, donc encore une mauvaise pratique. Donc la documentation n'est même pas à niveau. Ok, alors on va un petit peu accélérer. Donc là, on a la gestion des fichiers. Donc ils lisent ici les fichiers. Donc normalement, bah, on va lire d'abord les fichiers avant d'aller en FGV, puisque la FGV va lire les fichiers. Donc déjà là, il y a un problème. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vois partout des références. Ça, c'est problématique. Les références, normalement, doivent être toutes au même endroit pour qu'on puisse, si on a des modifications à faire, on sait où ça se passe. Donc, c'est toujours dans l'initialize et pas de cette manière-là, puisque là, c'est pas uniquement dans l'initialize. Ok. Il y a des... Comment dire? Il y a des parties qui ne servent à rien. Là, par exemple, cet état ne sert à rien. Il est vide. Bon, la coercition. Donc, on a. Alors là, on a mis justement un indicateur. Donc, les indicateurs, pareil, ils sont à n'importe où. Et donc, du coup, comme il n'y a qu'un seul indicateur par indicateur, ce qui est totalement logique, ils utilisent après des références pour écrire. Donc, des références ou comment on appelle ça? Des variables locales. Donc, c'est pareil, c'est une mauvaise pratique. Et bon, là, pareil, on a câblé la même référence à deux entrées, avec un nœud de coercition. Ça, c'est vraiment... Là, on a réalisé un état qui sert à rien. Alors là, les erreurs. Alors la gestion des erreurs, là, on efface les erreurs. Alors ça, j'aime pas. Quand on efface une erreur, ça veut dire que elle a été gérée. Là, on s'est contenté. Alors là, je vois log error, donc on l'a écrit. Mais là, on a effacé l'erreur. Je suppose que là, on écrit, mais la lisibilité n'est pas bonne. Là, je vois ça, c'est pas lisible, c'est pas propre. Vous avez un exemple de lecture et d'écriture de fichiers avec création de fichiers s'il n'existe pas dans la vidéo
FGV3, où justement on va utiliser le format XML, qui est un format qui est très très bien pour lire et écrire dans un fichier, mais on peut faire un fichier log également en utilisant d'autres techniques. Bon là, eux, ils utilisent du binaire visiblement, ou du fichier texte, non, fichier texte, ok. Mais c'est pas très lisible, honnêtement. Le code n'est pas du tout organisé. Et là, ça donne pas envie, c'est un code qui est même pas documenté, on sait même pas ce qui se passe. C'est pas quelque chose voilà. Et en plus, la manière dont ça a été fait au niveau de l'iconographie, c'est pas bon. Donc là, on efface l'erreur. Très bien, à l'intérieur. Et on efface l'erreur à l'extérieur. Donc la gestion des erreurs est mauvaise. S'il y a une erreur, on la gère, on l'efface pas. On se contente pas de l'écrire dans un fichier. Ça sent bizarre là. Ça sent la pisse de chat ou je me trompe? Ah, c'est possible. Imaginez, vous êtes dans une Tesla, vous avez un problème avec votre allume-cigare. Non, vous avez un problème avec, oui, c'est ça, votre allume-cigare. Tout le système plante. Et parce que l'erreur n'est pas gérée et que tout a l'air d'être câblé n'importe comment, et ben, vous n'avez plus accès à vos freins. C'est un souci. Ou imaginez que vous avez un problème de frein. Là, on serait plus dans ce cas-là. Et ben, vous avez une erreur, elle est juste écrite et puis on continue le process. On ne gère pas l'erreur. Donc en gros, le seul moyen d'arrêter la Tesla, c'est de rentrer dans un platane. C'est un problème. Ok. Maintenant, on va avancer parce que sinon, on va y passer. Bon, comment dire, les remarques sont toujours les mêmes. Donc, le producteur. Alors là, on va regarder le producteur. Alors lui, bizarrement, il gère l'erreur en entrée. Mais là où ça va pas, c'est que. Ah, s'il gère l'erreur, et si j'ai une erreur, qu'est-ce qu'il fait? Si j'ai une erreur, j'efface l'erreur. Je l'affiche, je l'efface, et je quitte pas. Donc, il faut quitter soi-même. Enfin, vous voyez, déjà, la gestion, elle est un peu tordue, en fait. Logiquement, l'erreur, on aurait dû le mettre à l'extérieur. Bon, ok, bon. C'est une manière de faire. Là, ce qui me gêne, c'est que les fils sont, comme je vous ai dit, sont croisés. Le flux, normalement, ça va de la gauche vers la droite. Là, c'est bizarre, ce câblage. Une espèce de perpendiculaire. Bon, ok. Nœud de coercition, donc ça veut dire que on n'a même pas fait correspondre les type def entre eux. Donc ça pose un souci. Là, on utilise. Alors, un autre problème, c'est que on utilise la FGV. Donc voilà, on utilise la FGV à plein d'endroits différents, alors que logiquement, la FGV, c'est je stocke dans un premier temps les données statiques, puis après, je vais directement les donner en initialize dans les différentes locales des différents threads, dans les zones où on en a besoin. Et à partir de là, j'ai plus besoin d'utiliser de FGV. Là, c'est utilisé à toutes les sauces. Bon, je parle même pas du flux qui n'est pas respecté, puisque les erreurs ne sont pas câblées. Le nombre, alors, le nombre d'events, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas regroupé les boutons entre eux, donc pareil, ça c'est une mauvaise pratique. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, ils en ont regroupé de temps en temps, mais logiquement, il aurait fallu déjà organiser les datas en cluster, en famille de data, et puis après, les gérer entre elles. Autre chose qui me dérange, l'itérateur ne sert à rien, donc on aurait pu le faire disparaître. De la même manière, au niveau de la structure d'événements, le nœud de données d'événements pour cette condition aurait pu être effacé puisque c'est pas utilisé. Ok, bon. Là, vous voyez que le style de codage, clairement, il est éliminatoire, hein. C'est pas bon du tout. Il n'y a pas vraiment de style de codage. Au niveau des commentaires, c'est très peu commenté et ce n'est pas très agréable à lire. Les flux ne sont jamais respectés. Donc déjà là, c'est pas bon du tout, quoi. Et on utilise à toutes les sauces des variables locales. Donc ça veut dire qu'on respecte absolument pas le flux, sachant que l'IDLE, normalement, le producteur, lui, il va envoyer une information dans un état et c'est l'état qui va réaliser qui va réaliser par exemple un display ou une opération. Là, on appuie et les opérations sont réalisées. On a mélangé producteur et consommateur. Donc là, on lance un événement et dans cet événement, on réalise des choses. Et après, on peut même lancer justement dans des threads. Donc déjà là, ça va pas du tout. C'est pas bon. Ok, bon, on va avancer parce que sinon, cette vidéo pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais bon, là, vous voyez, là, ils ont mis un petit peu du commentaire. Ok, bon, qui aide pas forcément à comprendre. Ok, bon, je vais avancer. Les threads. Alors là, les threads, vous voyez, normalement, logiquement, si on a une FGV, la FGV, elle, alors elle a un avantage, c'est que comme c'est une variable globale, un espace mémoire commun, si par exemple à l'intérieur de la FGV, je stocke les différentes références,
bah, je n'ai pas besoin de les injecter dans mes threads. Je réutilise au démarrage de mon thread la FGV directement. Donc là, déjà, mauvaise pratique. Incompréhension en fait de la FGV. La face avant ne sont pas du tout soignées. Ouais. Et là, je vois plusieurs erreurs. Ça, c'est bizarre, ça. Donc ça veut dire qu'ils ont... Ouh là là. Voilà, vous voyez, on respecte pas le flux. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on est dans une boucle cadencée. Et à l'intérieur, on a mis une FGV. Alors, je vous explique. Si vous avez un espace mémoire qui est commun, avec plusieurs VI, si vous mettez un de ces VI dans une boucle, chaque fois il va prendre plusieurs fois dans la boucle, il va lire plusieurs fois la donnée, et qui est censée être une variable statique, donc il n'y a pas besoin normalement de l'utiliser dans une boucle. Donc, il va s'approprier l'espace mémoire. Donc, la view va faire patienter les autres, et donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, au niveau du cadencement, on va perdre justement de l'efficacité au niveau de la FGV. C'est pas du tout une bonne pratique. On ne met jamais une FGV dans une boucle while. Normalement, on lit à l'extérieur de la boucle la donnée statique, on l'injecte et après, on a lu une seule fois, ça suffit. Bon, là, c'est pas bon. On va regarder un autre thread. Alors, ce thread, oh là là, ils ont écrit en dur les coordonnées des moteurs X, Y, Z. Ça, normalement, on n'est pas censé les écrire en dur, on est censé les écrire dans un fichier ini. C'est justement l'objectif d'un fichier ini. Donc, du coup, ils ont un fichier ini, mais ils ont écrit en dur également des morceaux de code. Donc déjà, ça, mauvaise pratique. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller loin, en fait, il suffit simplement d'ouvrir. Là, par exemple, je suis dans un thread où j'ai un producteur, peut-être un consommateur, même pas, j'ai deux boucles. Et vous voyez, au niveau de la lisibilité, les câbles ne sont pas droits, ça se croise, le flux n'est pas toujours respecté. Là, je vois que des erreurs sont effacées, puis remises, puis effacées. Là, je vois des nœuds de rétroaction avec à côté. Alors, il faut choisir un style de codage. Soit vous utilisez des nœuds de rétroaction, soit vous utilisez comment on appelle ça? Des registres à décalage. Mais vous ne pouvez pas choisir l'un et l'autre. Là, je vois il patiente 2 secondes avant de démarrer. Alors là, voilà. Là, il utilise justement la FGV comme ça doit l'être, c'est-à-dire à l'extérieur. Il lit l'adresse de la source une seule fois et après, il va l'utiliser. Mais là, on n'est pas censé utiliser une FGV dans une boucle. Donc là, voilà. Et là, il écrit en dur des adresses IP. Waouh! Donc c'est un mélange de plein de choses, de plein de techniques qui sont absolument pas maîtrisées. Et donc ça donne ça, quoi. Donc ça correspond pas du tout aux architectures qu'on a vues jusqu'à présent et qui permettent justement d'avoir un code qui soit lisible et agréable à regarder. Le style de codage, là, il n'est pas bon. L'architecture, elle n'est pas bonne. Et enfin, autre remarque, pour pas surcharger le microprocesseur, enfin le système d'exploitation, il faut cadencer les boucles parce que sinon la view, il va à fond au niveau de la boucle. Donc ils ont mis des cadencements, mais c'est assez aléatoire. Je vois 200 millisecondes, là je vois 100 millisecondes. Quand je rentre dans un thread, il y a 50, 5, 20. Ne subissez pas, monsieur Pirin. C'est pas bon de subir. Et j'ai viré les tous. Ils avaient plus d'un mois de retard et après un mois de retard, ils se sont enfuis. Ils sont partis. Et enfin, la troisième partie, close. Alors, s'il y a une erreur, je la lis et j'efface encore. Donc, vous voyez, la gestion d'erreur, normalement, ça se fait à un endroit, dans un thread, à un endroit. Et ça, je vous l'ai montré dans la QMH. Regardez les vidéos QMH ou regardez les vidéos Machine Data. Je vous montre comment on gère les erreurs. Donc, c'est pas géré à 50 endroits différents et on n'efface pas à 50 endroits différents. Normalement, effacer erreur, ça doit être à un seul endroit de l'ensemble du programme. Le VI est utilisé une seule fois. Là, j'ai dû le voir 5, 6 fois, 7 fois peut-être pendant la demi-heure là où on était en train de regarder ce code. Et en fait, là, ils ont mis une structure de séquence, donc ils ont voulu à ce moment-là respecter le flux, mais ça sert à rien puisqu'ils ont codé toutes les erreurs. Donc au seul endroit où ils l'utilisent, c'est là où ça sert à rien. Donc c'est quand même incroyable. Et puis enfin, c'est pas vraiment un close, c'est juste j'efface l'erreur. Je détruis les références. Alors là, on utilise IMAC Vision, donc je détruis les références Vision et ça s'arrête là. Donc les bonnes pratiques où on détruit les différentes références, où on détruit les queues, les events, tout ça, ça n'existe pas.
Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce pire code jamais réalisé. Arrête de me couper là. D'accord? Écoute ce que je te dis. Parce que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Vous dites que je le pose et donc je n'ai pas de conviction.